Le réalisateur de Robocop, Paul Verhoeven, a lui aussi tiré sa petite cartouche sur les films Marvel en disant que ça manquait de sexe. Je cite, « Les films comme Marvel et James Bond où ça explose à tout va, c'est marrant, mais c'est dénué d'un discours sur nous car la sexualité n'apparaît plus dans ces films et que le sexe, c'est l'essence même de l'existence. » Il a pas dû voir le Ant-Man 2 que j'ai téléchargé pour mon petit cousin où le héros s'avale des fourmis bleues dopées aux particules PIN pour agrandir la taille de sa fourmi à bout rouge. Le petit est encore traumatisé, mais j'ai quand même gardé ce chef-d'œuvre sur mon disque dur à Ant-Man et la guêpière. Si Netflix avait laissé Love, Death, Robots à Paul Verhoeven, ça s'appellerait Sex, Nécrophilia, Fuck Machines, et on a tous envie de ken, mais calme-toi un peu Polo quand même, calme-toi. Bon ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 345e JT Comics. Je crois qu'on réalise pas la chance qu'on a d'avoir des artistes, on le réalisera peut-être quand ils auront tous crevé la bouche ouverte, et aujourd'hui j'aimerais prendre un petit moment pour remercier particulièrement les cosplayers, parce qu'il y en a deux ces derniers jours qui m'ont explosé les rétines. Je pense à Namor Cosplay avec ce cosplay de Namor, un pur label rouge des produits de la mer, et puis Morganite. Cosplay qui fait une version féminisée du Doctor Strange qui pourrait demander des dépassements d'honoraires tellement elle te fracasse tout, donc bravo à eux, et puis sans plus attendre il est temps de nous rhabiller avec les news de la semaine. Monstre délicat. Ça y est, on a enfin eu droit à la bande-annonce de Thor 4 et je suis assez surpris, assez content de la tonalité de ces petits extraits aguicheurs dont on a appris à se méfier avec la jurisprudence, ne serait-ce que Suicide Squad, avec la jurisprudence Thor Ragnarok qui parvient à lever le demi dans demi-molle. Alors on voit pas grand chose, il n'y a pas le grand ennemi par exemple, mais il y a mieux, puisque Thor cherche un sens à la vie, et donc il traverse une crise bien pire que n'importe quel Gore le massacreur de Dieu, n'importe quel nécro-épée ou je ne sais quoi, il s'emmerde. L'ennui de vivre qui frappe un dieu, ça me botte très très fort. Alors est-ce qu'il va noyer son spleen dans le sport, on a déjà une séance de CrossFit qui s'annonce totalement épique, est-ce qu'il va noyer ça dans les femmes, est-ce qu'il va même se noyer dans Star-Lord, on ne sait pas, ce qui est sûr c'est qu'il va faire des voyages, il va peut-être même aller visiter d'autres panthéons de dieux, puisqu'on voit quelqu'un qui ressemble fort à Zeus, sauf si c'est la nouvelle pièce de Matt Damon en Asgard. Qu'est-ce qui va lui faire ce petit électrochoc? Est-ce que c'est de voir le puissant dieu Faligar qui gît mort dans une transposition quasi exacte d'une case écrite par Jason Aaron et dessinée de main de maître par Esad Ribic? Ça m'a beaucoup plu, ça vient forcément draguer tous les fans de comics, mais attention, on a quand même la jurisprudence de Monsieur Knight pour savoir qu'à tout moment Faligar te lâche une énorme caisse et Korg et Thor partent en concours d'enflammage de paix, donc méfions-nous. En tout cas j'espère qu'ils auront glissé une troisième voire une quatrième invitation à l'avant-première de Thor pour Monsieur Esad Ribic, en plus du chèque optionnel de 5000 balles qu'il pourrait lui donner, alors que le précédent Ragnarok a fait quasiment 850 millions de dollars de recettes sans compter les produits dérivés. Marvel, payez vos concept artistes, ou alors payez les artistes dont vous vous inspirez, tout simplement, c'est cool. Ou alors, dernière hypothèse, peut-être que Thor va retrouver l'appétit à l'existence en voyant Jane Foster faire son propre job, et ça fait plaisir de voir cette version de Thor, car oui, c'est bien une version de Thor, il va falloir s'y faire. Marvel a privatisé la mythologie nordique. N'oublions pas, je vous laisse me dire qui vous pensez qui a été enlevé dans ce plan qui est cadré bizarrement, et ce que vous avez pensé de ce trailer dans les commentaires. Duo dynamique. Parlons d'un duo iconique de deux super-héros qui ont inventé le genre. Non, ce n'est pas Bataille et Fontaine, Igor et Grishka ou alors Eric et Ramsey, c'est bien Batman et Superman qui font parler d'eux cette semaine. Et commençons avec un concept artiste, un Glyn Dillon qui a travaillé sur The Batman avec Matt Reeves et qui a partagé plein de concept art, c'est des petits bijoux, notamment 24 bat symboles qui ont été proposés à Matt Reeves avant de choisir le bon, et je trouve ça toujours très excitant de voir les différents concepts sur lesquels ils sont partis, ces étapes du travail où on avance à tâtons. Puisqu'on est sur The Batman, il faut absolument qu'on parle de la malédiction qui semble s'abattre sur tous les acteurs qui jouent dans des films d'ici, puisqu'après Ezra Miller qui s'amuse à gueuler sur des femmes qui chantent faux, et bien c'est au tour de Barry Keoghan d'être interpellé par la police de Dublin en Irlande, parce que il était complètement bourré sur un balcon à 6h45 du matin. L'avenir appartient à ceux qui se murgent tôt. Il était totalement imbibé d'alcool, je vous l'ai dit, il fallait pas qu'il passe Pyrovol dans le coin, sinon il serait repassé directement du côté du MCU, mais pour incarner la Torche. Bon, apparemment ça va, il a été relâché sans encombre, et en parlant de gens complètement morts, on a vu des photos de la tombe de Bruce Wayne pour la future série Gotham Knights, qui part du principe que le fils adoptif rebelle de Bruce Wayne, on ne sait pas lequel, peut-être un nouveau créé pour l'occasion, peut-être Jason Todd, va s'allier avec les fils des ennemis
du Batman après la mort de ce dernier pour justement ne pas en être accusé à tort. Et c'est mort aussi pour Josh Brolin qui après avoir incarné Jonah Hex, Thanos ou encore Cable a failli incarner The Batman, celui de Zack Snyder. C'est passé à un poil de couille de chauve-souris finalement. C'est Ben Affleck qui a eu le rôle. Alors il dit qu'il pourra toujours jouer un vieux Batman quand il aura 80 ans. Et attention Josh, tu crois pas si bien dire, hein, puisque le vieux vautour Michael Keaton s'est montré en tenue de Batman, hein, puisqu'il la reprendra pour le film The Flash et pour le film Batgirl. Bon, c'est Batman, quoi. Rien de vraiment nouveau sous le soleil. Et parlons-en de cet astre, justement, puisqu'on a une lueur d'espoir pour tous les fans du DCEU, puisque le nouveau patron, après la fusion de Warner et Discovery, déclare que le potentiel de certains personnages, comme Superman, a été gâché, qu'il faut absolument le revitaliser. Il compte d'ailleurs embaucher, enfin, il souhaiterait embaucher un grand architecte ou une grande architecte du DCEU, un petit peu à la Kevin Feige pour le MCU. Quelqu'un qui saurait harmoniser le travail entre tous les départements de la Warner. Et alors, hein, il semblerait que le script de Ta-Nehisi Coates pour le prochain film Superman, qu'il doit faire pour le producteur J.J. Abrams, soit prêt à être rendu avant la fin du mois de mai. Et pour tous les fans d'Henry Cavill, il semblerait qu'il y ait de la place dans le film pour un retour de l'acteur dans la peau de Kal-El, mais ça reste une rumeur, et des rumeurs sur ce film, il y en a autant que des enfants qui chient en spray après avoir fait un pack à coups de Kinder Surprise, donc méfiance. Big Two. Plein de petites news croustillantes chez Marvel et chez DC. On commence avec la maison des idées qui nous tente des trucs et ils vont nous sortir toute une série de one-shot avec comme protagoniste principale à chaque fois la jeune Kamala Khan, Miss Marvel. Elle recevra plein d'invités dans ses comics, hein, à commencer par Wolverine, Moon Knight ou encore Venom. Il manque plus que le Punisher et on est bon. C'est comme si on avait eu un featuring entre Jordi et Michel Fourniret, dur pour des bébés, ou alors un Martin à la fistinière, et pourquoi pas en même temps, hein, puisque c'est toujours marrant ce genre de contraste entre une forme d'innocence et une forme de noirceur. Donc on verra bien, c'est par Jodie Hauser et Zé Carlos. Chez DC, le Murphyverse, l'univers du White Knight, continue de s'étendre avec un spin-off consacré à Red Hood qui sera coécrit par Sean Murphy et Clay McCormack, dessiné par Monsieur Simone Di Meon et mis en couleur par Dave Stewart. Et on verra Jason Todd croiser la route de Gann, une jeune femme déterminée à se battre pour débarrasser son quartier de tous les super criminels. Retour chez Marvel où le scénariste Donny Cates revient sur le personnage de Venom qu'il a largement contribué à révolutionner dans un run que je vous conseille absolument. Là ça va être pour une incursion du symbiote dans le run de Thor, hein. Thor en plus ça tombe bien puisqu'ils ont quelques petits problèmes à régler entre eux. Rappelons qu'Eddie Brock a soulevé Mjolnir, hein, Mjolnir le marteau que même DSK pourrait soulever le jour où il est un petit peu bourré et qui se met à confondre des marteaux avec des employés de son pote Dodo la Saumure. Le seul truc con c'est que c'est dessiné par Salvador Canson décalque Larocca et qu'on sait que parfois ça peut être un petit peu indigne. Et puis quasiment sans transition les comics, les films, hein, c'est vraiment parfois The Human Centipede en circuit fermé, hein. Les comics inspirent les films et les films inspirent des comics à leur tour, hein. C'est le cas pour certaines préquelles, notamment celle du Flash d'Ezra Miller qui un temps on a pensé qu'elle avait été annulée à cause du comportement de l'acteur alors qu'elle a juste été décalée pour être plus près de la sortie du film. Et là la nouvelle préquelle qui va sortir c'est celle au film Black Adam et tout l'univers du héros va être revisité sous forme de prélude à ce moment popcorn et testostérone. Et dans le premier one shot, hein, on se consacrera à Hawkman, donc ça j'aime beaucoup. Et puis Léa Williams et Carlos Gomez nous promettent d'explorer les recoins les plus sombres de l'univers Marvel dans une série mutante qui s'intitulera Exterminators. On nous promet une série qui sera chaotique, transgressive et sexy. Tu lèves le sexy et tiens la description des vacances de Jack Lang au Maroc. Et avec des personnages comme Dazzler, Boom Boom, Jubilé ou encore Wolverine. Ça promet au moins autant que la nouvelle équipe créative du titre Detective Comics, Ramvi, Raphaël Albuquerque pour l'histoire principale avec une histoire secondaire dont Cy Spurrier et Danny se chargeront. Donc là on est vraiment sur du kiff pur et dur, un double demi-molle au carré en adamantium. Pépites indé. Puis on n'oublie pas les comics indés puisque ça reste des comics et qu'il y a très souvent d'excellentes pépites qui s'y trouvent. On commence avec Mike Del Mundo qui va illustrer tout en peinture une mini-série dans l'univers de Venom qui mettra notamment en scène un des nombreux psychopathes dont regorge ce monde, As a Freak. Hein. Me tarde vraiment de voir ça et Todd McFarlane a déclaré à propos de l'adaptation du prochain film Spawn, hein, qu'avec le succès de Spider-Man, avec le succès de Venom, c'est maintenant ou jamais, mais nous ça fait des années qu'on t'attend mon pote, donc vas-y. La maison d'édition IDW voulait devenir un havre pour les projets personnels de certains créateurs et ça y est, ils ont annoncé leur label IDW Originals, hein, avec 9 projets indépendants avec des gros noms, hein. Vous avez Hayden Sherman qui s'associe avec Scott Snyder pour raconter dans
Dark Spaces Wildfire, l'histoire d'une brigade de femmes pompiers détenues qui vont planifier un casse en plein feu en Californie, un casse dans un manoir qui va être soit la clé vers la richesse, soit un piège monumental pour elles. Dans The Hunger and the Dusk, J. Willow Wilson et Chris Wildgoose raconteront comment un conflit millénaire entre orques et humains va être chamboulé à cause de l'émergence d'une nouvelle espèce beaucoup plus agressive. J'ai aussi retenu Earth Divers de Stephen Graham Jones et David Gianfelice, dans lequel on verra dans un futur post-apocalyptique 4 descendants des premiers habitants d'Amérique du Nord remonter le temps pour essayer d'aller tuer Christophe Colomb et faire en sorte qu'il n'y ait jamais la création des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi Dead Seas de Kevin Scott et de Nick Brokenshire, dans lequel on verra un prisonnier pris au piège d'un bateau pénitentiaire qui coule, qui va essayer de travailler, d'œuvrer pour l'harmonie entre les gardes et les pirates et les dangereux détenus pour faire en sorte qu'ils sauvent. J'espère qu'ils vont tous finir sur un tout petit bout de planche avec des colliers de perles qui coulent. Et en plus, le navire est rempli de fantômes. Et puis le dernier, ça s'appelle True Cult. C'est par Scott Brian Wilson et Liana Kangas. Et ça raconte comment un paumé veut s'échapper, s'extraire de sa vie. Il travaille en fast-food et il cherche à en sortir. Et il fait pas dans le NFT, il fait pas dans les investissements immobiliers. Lui, il va plutôt tenter de faire ça en se frottant à une dangereuse secte de violents adorateurs de Satan. Ça, c'est ma cam. Monsieur Matt Kindt ouvre sa propre maison d'édition qui s'appelle Flux House, sur laquelle il publiera le futur de Mind MGMT, qui est paru chez nous, chez Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est une petite pépite. Et donc là, on nous promet dans Bootleg que ce sera pas une suite, ce sera pas un préquel, ce sera toujours aussi fou, et ce sera la première fois que Matt Kindt est à l'écriture et que c'est un autre artiste qui dessine. Et comme le dessin c'était peut-être un petit point qui chagrinait certains lecteurs, et ben pourquoi pas. Matt Kindt qui entend tout de même faire à la fois des livres et aussi des objets d'art, des œuvres d'art, et on peut compter sur lui. Et puis alors l'équipe de The Few, Sean Lewis et Hayden Sherman se reforment pour un western matinée de fantastique dans lequel un homme va chercher à se venger de la mort de sa femme avec un vautour qui lui parle. Je sais pas ce qu'il a pris, mais je veux la même chose. Ça s'appelle Above Snakes et ça, c'est un Day One. Lisez, cette semaine, peut-être que j'ai été un petit peu frustré par Moon Knight, qui, pour nous, les fans de BD, n'est pas vraiment satisfaisant, au final, même si les acteurs sont très bons et qu'il y a quand même quelques bonnes petites fulgurances. Donc je me suis relu du Moon Knight, évidemment. Je me suis relu le run de Warren Ellis et de Declan Shalvey, qui est vraiment un super run, un putain de run, l'introduction de la nouvelle personnalité de Mr. Knight, la vraie personnalité de Mr. Knight. Vraiment, lisez-le si vous avez kiffé la série Moon Knight. Jetez-vous dessus. Et puis j'avais faim, donc j'ai continué, je me suis enchaîné, celui que vous voyez derrière, là, le run de Moon Knight par Bendis et Malev. Je sais, Bendis, mais il y a Malev, donc quoi que vous lisiez, vous avez déjà gagné parce que c'est Alex Malev au dessin. C'est vrai que c'est pas le run le plus fou de Moon Knight, surtout quand on part du principe que Bendis est très fort pour écrire des héros urbains, des héros de la poussière, du bitume. Daredevil, son Daredevil, c'est une dinguerie. Donc là, on s'est dit Moon Knight à Los Angeles pour faire du néo-noir. Ça va déchirer, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes de rythme, que c'est pas ouf, mais tout n'est pas à jeter quand même. C'est un run très cinématographique qui apporte des idées nouvelles aussi. Faut pas non plus lui chier dessus comme si vous alliez bouffer des Kinder. Et puis j'ai aussi terminé Everything, dont j'étais pas complètement accro jusqu'au premier tiers du bouquin, où là j'ai un hameçon qui est venu se planter directement dans mon amygdale et j'ai dévoré jusqu'à la fin. Et puis c'est une dinguerie, voilà, il y a encore l'effet Karen Berger, qui est une éditrice formidable, celle qui a fait venir Alan Moore notamment, celle qui a fait venir toute la vague anglaise des auteurs et celle qui a contribué à la popularité de Vertigo, qui là a su dénicher encore une pépite de Cantwell et de Culbard. C'est très bien adapté en français par Laurent Caissier à la traduction, par Nicolas Beaujean à l'édition pour 404 Comics. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir lu sur Twitter et tout ça, ça a beaucoup buzzé, on va dire, ce titre. C'est assez intéressant, je vous rappelle, c'est l'histoire d'un centre commercial qui se construit dans une ville et qui rend les gens absolument heureux, sauf certains. Et donc il y a quelque chose qui se développe autour de ce centre commercial et j'ai pas envie de vous en dire plus. Il y a des ambiances très cheloues et c'est ça qu'on aime aussi, des ambiances bizarres, des choses bizarres qui se passent. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires aussi, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous me laissez tous les mardis vos messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté. Je vous fais évidemment d'énormes bisous. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour des nouvelles toutes fraîches. Un concept artiste du jeu vidéo Spider-Man Web of Shadow a posté ses dessins de Moon Knight, à qui il ne manque que les aiguilles à ses talons, ou alors il s'entraîne vraiment à faire Danse avec les stars. Et puis surtout cette version qui a été abandonnée dans le jeu, mais d'un Mark Spector infecté par un symbiote avec un sourire en demi-lune très bien denté.